21 juillet 1969. À Paris, il est 3h56 du matin. À New York, la soirée s'achève. À Tokyo, le soleil éclaire la ville. Mais à Paris, à New York, à Tokyo, comme dans tous les pays du monde, l'heure importe peu aux millions de téléspectateurs penchés vers les écrans où palpite une étrange image, un décor fantomatique, une lumière blanchâtre, une machine au contour anguleux où l'on discerne vaguement une sorte d'échelle. Et sur cette échelle, une silhouette humaine, engoncée dans un lourd vêtement, se meut, lentement, avec précaution. Au dernier barreau, l'homme hésite. On dirait qu'il n'ose abandonner la machine. Écoutez-le. C'est un petit pas pour un homme. Un grand bond pour l'humanité. Ce petit pas, l'homme le fait. Ses pieds prennent appui sur le sol. Ses mains se détachent de l'échelle. Il se redresse. C'est fait. L'exploit impossible a été accompli. Un homme marche sur la Lune. Le nom de cet homme est dans tous les esprits. Il s'appelle Neil Armstrong. Il est américain. Il a 39 ans. Il vient de réaliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Pour comprendre l'aventure de Neil Armstrong, il nous faut revenir 8 ans en arrière. Le 12 avril 1961. 4, 3, 2, 1, 0. Ce jour-là, le premier homme de l'espace, le lieutenant soviétique Youri Gagarin, fait le tour de la Terre en 108 minutes à bord d'un engin spatial. Un mois plus tard, le président John Kennedy s'adresse au Congrès américain. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are... Aujourd'hui, l'espace nous est ouvert. Notre nation doit se consacrer à atteindre un objectif. Faire atterrir un homme sur la Lune et le faire revenir sain et sauf sur Terre. Cet exploit, il faut que nous l'accomplissions avant la fin des 10 prochaines années. C'est un pari. Entre l'exploit de Youri Gagarin et le voyage aller-retour Terre-Lune, il y a autant de différences qu'entre les sauts de puce des premiers avions et la traversée aérienne de l'Atlantique. Pour tenir le pari, les Américains mettent en branle une énorme machine, la NASA, National Aeronautic and Space Administration. 3 ans plus tard, la NASA groupe 400 000 personnes, contrôle 18 centres spatiaux et dispose de 3 bases de lancement, dont la plus célèbre est Cap Canaveral, qui deviendra Cap Kennedy après l'assassinat du jeune président. Et pour aller dans la Lune, il ne suffit pas d'un budget colossal, d'ordinateurs géants et de fusées chaque jour plus puissantes. Il faut aussi des hommes. La NASA les recrute. En 1962, ils ne sont encore qu'une poignée, parmi eux Neil Armstrong. Neil est né dans une petite ville de l'Ohio appelée Wapakoneta, un vrai nom de peau-rouge. Il y fait ses études secondaires et sa vie ressemble alors à celle de tous les enfants américains, partagée entre l'école et le sport. Comme beaucoup de ses camarades, le jeune Neil se livre à des menus travaux pour se procurer de l'argent de poche. Alors, Neil, la journée a été bonne? Très bonne. J'ai distribué des journaux et j'ai repeint la barrière de Mr. Smart. Ma foi, tu vas devenir riche. J'ai encore besoin de beaucoup d'argent. Et pourquoi donc? Je veux prendre des leçons de pilotage. Ce brevet de pilote tant désiré, Neil l'obtient à 16 ans alors qu'il commence ses études scientifiques. Ingénieur, aviateur, Neil concilie ses 2 vocations. Il sera pilote d'essai. Un étrange appareil mi-avion, mi-fusée, le X-15, lui procure son premier contact avec l'espace. Aux commandes de cet engin stupéfiant, le pilote d'essai Armstrong atteint l'altitude de 62 500 mètres
et la vitesse de 6382 km/h. Un double record. Armstrong entre à la NASA en 1962. Cette année-là, après de longs calculs et de longues discussions, les savants américains ont pris une décision primordiale. Elle concerne la trajectoire du futur voyage Terre-Lune. Voici comment s'effectuera la première expédition lunaire qui durera 195 heures, ou si vous préférez, 8 jours et 3 heures, et qui sera accomplie par un équipage de 3 astronautes. Premièrement, une fusée à 3 étages, Saturne V, place le vaisseau spatial sur orbite terrestre en parking, comme disent les pilotes. Deuxièmement, au moment voulu, le moteur du 3e étage est remis en marche et imprime à l'engin une vitesse de 11 km/s qui lui permet d'échapper définitivement à l'attraction terrestre et de se diriger vers la Lune. Troisièmement, le vaisseau spatial, ayant abandonné le 3e étage de la fusée porteuse, parcourt les 380 000 kilomètres qui séparent la Terre de la Lune, durée du trajet 72 heures. Quatrièmement, le vaisseau est arrivé à proximité de la Lune. Une manœuvre de freinage le place alors sur orbite lunaire, second parking. Cinquièmement, 2 des astronautes prennent place dans le LEM. Le LEM, ou Lunar Module, est un engin spatial plus petit et beaucoup plus léger qui est accouplé par le nez au vaisseau principal. Le LEM se détache de celui-ci et, tandis que le 3e astronaute continue à tourner autour de la Lune, descend vers le sol lunaire et y atterrit. Voilà pour la première partie du voyage. Pour le retour, les astronautes répéteront, mais en sens inverse, les mêmes manœuvres et amériront dans l'océan Pacifique grâce à 3 parachutes géants. Cela paraît simple sur le papier. En réalité, une telle expédition pose des milliers de questions dont les techniciens de la NASA ignorent encore la réponse. Comment les astronautes supporteront-ils un séjour de 8 longues journées dans l'espace en état d'apesanteur? Comment se reposeront-ils? Comment se nourriront-ils? Comment effectueront-ils leur rendez-vous dans l'espace et leur atterrissage sur la Lune? Et qui trouveront-ils? Quelle est la nature exacte du sol lunaire, son relief, sa consistance? Quel danger précis représente la pluie de météorites qui, pense-t-on, s'abat sur notre satellite? Pour résoudre tous ces problèmes, la NASA lance les programmes Ranger, Surveyor et Lunar Orbiter, qui ont pour objectif l'exploration de la Lune. Le programme Mercury, qui étudie le comportement de l'homme dans l'espace, puis le programme Gemini. Toutes ces études, toutes ces expériences ne sont pas du goût des impatients. Dans sa propre famille, Neil Armstrong est assailli de questions par son jeune fils Eric. Non mais enfin papa, pourquoi tous ces essais? Puisqu'on a déjà envoyé des fusées sur la Lune, pourquoi pas faire partir dès maintenant une fusée habitée? Mais le problème n'est pas le même, mon petit bonhomme. Les soviétiques et nous avons en effet envoyé des fusées sur la Lune. Mais l'Unique et Pioneer se sont écrasés sur le sol lunaire. Nous voulons y atterrir en douceur et revenir sur Terre. Eh ben, il suffit de prévoir des rétrofusées pour freiner la descente sur la Lune. Oui, bon, figure-toi qu'on y a songé. Les calculs ont été faits. Pour réaliser l'aller-retour Terre-Lune par cette méthode, c'est-à-dire avec un seul vaisseau spatial, il faudrait disposer d'une fusée développant au départ une puissance de 5500 tonnes. Nous en sommes loin. Mais ce serait quand même plus simple que ces histoires de LEM. Plus simple. Peut-être. Mais pour l'instant, c'est techniquement impossible. Mets-toi bien dans la tête que le poids reste l'ennemi numéro 1 des voyages dans l'espace. Mais grâce à l'utilisation du LEM, on réaliserait une économie sensible sur le tonnage de carburant que devra emporter la fusée. Au fond, le LEM jouera le rôle de la chaloupe qu'un gros navire envoie explorer une côte inconnue. Ben voilà, si tu veux. Et le LEM pourra retrouver facilement le vaisseau spatial? Ouais, c'est justement ce problème des rendez-vous dans l'espace que va étudier le programme Gemini. Ah, je comprends. Gemini, ça veut dire jumeau. Exactement. Le premier vol habité de la série Gemini a lieu le 23 mars 1965. Grissom et Young démontrent qu'on peut piloter les engins spatiaux
qui ne sont plus prisonniers d'une trajectoire. En décembre 1965, Gemini 6 et Gemini 7 réussissent le premier rendez-vous dans l'espace et, en février 1966, le porte-parole de la NASA annonce « Le prochain vol Gemini aura lieu le 16 mars. Cette fois, nous procéderons à l'amarrage dans l'espace d'une capsule Gemini et d'une capsule Agena. Les pilotes de Gemini seront David Scott et Neil Armstrong. » Ici Houston. 5 heures se sont maintenant écoulées depuis le double lancement des capsules Agena et Gemini. Et Neil Armstrong vient de signaler qu'il avait aperçu Agena et qu'il la prenait en chasse. Pour son premier vol dans l'espace, Neil Armstrong avait reçu une mission de choix. Il s'en acquitta remarquablement, démontrant sa virtuosité de pilote lors de l'opération d'amarrage et surtout son sang-froid lorsqu'une avarie se produisit dans un des moteurs de stabilisation. Le vaisseau spatial se mit soudain à caracoler et à tourner de plus en plus vite sur lui-même. La catastrophe semblait imminente, mais Armstrong, en utilisant d'autres jeux de fusée, parvint à rétablir l'équilibre. « 1966 s'achève. Il ne reste plus que 3 ans pour que soit tenu le pari du président Kennedy, et soudain, une terrible catastrophe semble tout remettre en question. Au cours d'un essai au sol d'une cabine Apollo, les astronautes Grissom, White et Chaffee périssent carbonisés. Ce sont avec le soviétique Komarov les premières victimes de l'espace. La NASA fait front contre les critiques qui pleuvent de toutes parts et se remet au travail. 4 vols qui constituent 4 étapes indispensables doivent avoir lieu avant l'expédition décisive. Ils se succèdent à un rythme accéléré. Octobre 1968. Apollo 7, premier vol habité de la série. Décembre 68, Apollo 8. Première escapade des hommes hors de l'attraction terrestre. Borman, Lovell et Anders font le tour de la Lune pendant la nuit de Noël. Avril 1969. Apollo 9. Le LEM est essayé sur orbite terrestre. Mai 1969. Apollo 10. Nouvel essai du LEM, mais cette fois sur orbite lunaire. Stafford et Cernan descendent à 15 km de la surface de la Lune. Tout est prêt maintenant pour l'ultime assaut. Les 3 astronautes auxquels échoit cet honneur redoutable sont désignés. Ils s'appellent Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins. Armstrong commandera l'expédition. Collins sera le pilote du module de commande baptisé Columbia en souvenir de l'obus de Jules Verne. Aldrin, celui du LEM qui portera le nom d'Aigle, emblème des États-Unis. Neil, Mike, Buzz, 3 bons camarades qui forment une équipe remarquablement homogène. Ils ont le même âge, la même taille, le même poids. Tous 3 sont pères de famille, tous 3 ont fait de hautes études scientifiques, tous 3 sont pilotes d'essai et totalisent plus de 3000 heures de vol. Et tous 3 ont déjà volé dans l'espace. « 16 juillet 1969, 9h30. Armstrong, Aldrin et Collins, vêtus de leur combinaison spatiale blanche, frappés de l'écusson de la NASA et du drapeau américain, se dirigent vers la tour de lancement. Ils sourient derrière le hublot de leur casque. 15h30, l'aire de lancement a été évacuée. La formidable silhouette de Saturne V se découpe sur le ciel de Floride. Le compte à rebours touche à sa fin. Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Une lumière aveuglante, un torrent de flammes rouges et oranges. Le géant semble hésiter sur son socle de feu.
Il s'élève lentement, lourdement. Il prend de la vitesse, traverse comme une flèche les quelques nuages qui flottent au-dessus de Cap Kennedy. Moins d'une minute après la mise à feu, les liaisons radio sont établies. Apollo 11, ici Houston. Trajectoire et position paraissent très bonnes après 1 minute de vol. À vous. Ici Apollo 11, compris. Apollo et go. Go, dans le langage des astronautes américains, signifie que tout va bien. Le dialogue se poursuit. Indications de vitesse et d'altitude se succèdent. Ici Houston, 3 minutes et demie. Vous êtes toujours bon. Altitude 252 km, vitesse 34 200 km/h. Compris. Ici Houston, 5 minutes. Vitesse 39 000 km/h, altitude 328 km. Compris, Houston. Cette Saturne nous a donné une chevauchée fantastique. La première phase du vol est achevée. Les caméras ont perdu de vue la fabuleuse flèche de métal. Dans la cabine Apollo, l'atmosphère se détend. On se prépare à la longue traversée spatiale. On enlève les casques et les combinaisons pressurisées pour rester en survêtement. Entre Houston et l'engin, qui fonce à travers l'espace, se lient des conversations comme pourraient en échanger au téléphone 2 habitants d'une même ville. Écoutez plutôt. Nous sommes au 2e jour de la mission et les astronautes viennent d'achever leur premier somme dans l'espace. Apollo 11, ici Houston. Bonjour, Houston. Les nouvelles du matin vous intéressent-elles? J'ai un petit résumé pour vous. D'accord, nous écoutons. La mission Apollo fait beaucoup de bruit en Europe. Dans tous les journaux, le lancement de Saturne tient la première page. Ici, le président Nixon a décidé d'accorder un jour férié aux employés fédéraux en l'honneur d'Apollo. Le vice-président Agnew a demandé, lui, qu'on fasse atterrir un homme sur Mars avant l'an 2000. À part ça, les officiers d'immigration de Nuevo Laredo ont annoncé que les hippies ne pourraient pas entrer au Mexique s'ils ne se faisaient pas couper les cheveux. Voilà. Merci, Houston. Parfois, les astronautes décrivent l'étonnant panorama que leur offre la Terre. Allô, Houston. Ici Aldrin. Je regarde à travers ma longue vue, c'est magnifique. La moitié de la Terre d'un seul coup d'œil. Je vois les îles de la Méditerranée, les Baléares, la Sardaigne, la Corse. Il y a un léger brouillard au nord de l'Italie et quelques cumulus sur la Grèce. Et par ici, quel est le temps? Il y a des traînées de nuages sur les îles Caraïbes et une masse nuageuse au large du Groenland. Mais la côte est des États-Unis a bon aspect. Il y a encore les séances de télévision. L'équipage d'Apollo n'est pas fanatique de ces shows. Nous ne sommes pas des vedettes, dit Armstrong. Mais les 3 hommes s'y prêtent de bonne grâce. Nous allons vous montrer notre garde-manger. Comme vous le voyez, nous avons toutes sortes de bonnes choses. Tenez, voilà une boîte de poulet en sauce. Nous y introduisons 3 mesures d'eau chaude par ce petit orifice. Nous mélangeons l'eau au poulet et nous avons un bon poulet en sauce. Les liaisons se maintiendront avec cette étonnante perfection jusqu'au samedi 19 juillet 11h, moment où Apollo, qui se trouve maintenant dans le champ d'attraction lunaire, va passer derrière la Lune. Pendant 1h30, tout contact sera perdu avec les astronautes. Période angoissante. Si tout se passe bien, si l'équipage Apollo réussit sa manœuvre de mise sur orbite lunaire, le contact sera rétabli à 12h46. On attend. Et à 12h47 minutes et 30 secondes... Allô, Houston. Allô, Houston. Ici Apollo 11. Pour la 3e fois, des hommes ont tourné autour de la Lune. Dimanche 20 juillet, la journée historique. Pour les passagers d'Apollo, elle commence à 6 heures du matin, après de brèves heures de sommeil. Selon le plan de vol, dans 9 heures, très précisément à 15h16, Aigle doit se poser sur la mer de la Tranquillité. 7 heures. Aldrin pénètre dans le LEM et commence la longue vérification de tous les instruments de bord. 1 heure plus tard, Armstrong le rejoint. 11h51, alors qu'Apollo va commencer sa 13e révolution autour de la Lune, Houston donne le go pour la séparation. La manœuvre doit s'effectuer dans la zone de silence derrière la Lune. Tout paraît OK, annonce Armstrong. « 12h48. Ce n'est plus un engin spatial, mais 2 que détectent les radars terrestres. La manœuvre de séparation a réussi. L'aigle a des ailes, déclare joyeusement Armstrong. 14h08. Le LEM fait fonctionner son moteur de descente pour se placer sur une nouvelle orbite à 15 km d'altitude. 14h51.
l'ultime manœuvre de descente commence. 14h55. Une lumière rouge, signal d'alarme, s'allume à bord du LEM. L'ordinateur surchargé ne peut effectuer tous les calculs. Houston le relaie aussitôt par un ordinateur à terre et la descente continue. Le LEM n'est plus maintenant qu'à 8000 mètres d'altitude. 15h15, le LEM n'est plus qu'à 600 mètres d'altitude. Dans la salle de contrôle de Houston, où tous les responsables de la NASA sont rassemblés, les chiffres qu'égrène calmement la voix de Armstrong retentissent dans un silence impressionnant. Descendons à 2,6 km/h. Avançons. Avançons. Tout va bien. 12 mètres. Nous recevons un peu de poussière. 6 mètres. 2,5 km/h. Glissons un peu à droite. Descendons à 15 cm/s. Avançons. Glissons à droite. Signal de contact allumé. Moteur arrêté. Dans la cabine du LEM, une lumière bleue s'est allumée indiquant que les pieds d'Aigle ont pris contact avec le sol lunaire. Pour la première fois dans l'histoire, un engin habité venu de terre s'est posé sur la Lune. La mission d'Armstrong et d'Aldrin est loin d'être terminée. L'exploration du sol lunaire que des millions de terrestres attendent avec impatience et anxiété a été prévue pour le lendemain matin, après une nuit de repos. Mais les deux astronautes sont impatients eux aussi. Ils demandent à Houston l'autorisation d'annuler le repos prévu. Autorisation accordée. Merci, Houston. Nous pensons sortir du LEM dans 3 heures environ. Mais je voudrais vous décrire ce que nous voyons à travers les hublots. Une plaine à peu près plate, criblée d'un grand nombre de cratères d'une quinzaine de mètres de diamètre. Et tout autour, des petits cratères par milliers. Le sol est d'un gris crayeux, qui devient cendré quand les rayons du soleil le frappent sous un angle plus fort. C'est beau. C'est d'une beauté inquiétante. Un peu comme le grand désert des États-Unis. Et on attend. Enfin, les images tant espérées apparaissent. Des millions d'hommes, le cœur battant, voient Armstrong descendre l'échelle du LEM et marcher sur la Lune. Le spectacle est hallucinant. Hallucinant parce que tout paraît trop facile. Parce qu'on ne peut croire que l'homme qu'on voit ramasser des cailloux sur ce sol blanchâtre se trouve à 380 000 kilomètres, sur cette lune qu'on croyait inaccessible. On ne sait ce qu'on doit admirer le plus. Le courage de l'homme qui annonce d'une voix impassible « Ici, base de la mer de la tranquillité », ou la minutie des calculs qui ont dirigé à la seconde près le plus étonnant voyage de l'histoire. Buzz Aldrin quitte à son tour le LEM. Instruit par l'expérience de son camarade, il descend l'échelle plus aisément et, sitôt sur le sol, esquisse des mouvements de gymnastique. La faible attraction lunaire qui l'allège de 5/6 de sa pesanteur terrestre rend ses gestes à la fois gauches et aériens. On dirait qu'il danse. Peut-être, en effet, danse-t-il de joie. Houston s'en inquiète et lui conseille fermement de faire attention. Une chute pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Mais plus les minutes passent et plus les terrestres prennent de l'assurance. Aldrin donne même un petit cours de marche lunaire. On doit savoir à tout moment où se trouve son centre de gravité. Il faut faire quelquefois 2 ou 3 pas pour s'assurer qu'on est bien sur ses pieds. 3 ou 4 pas suffisent pour s'arrêter en douceur. On peut se déplacer comme un joueur de football, par petits pas de côté, ou bien comme un kangourou. Difficile de dire quelle est la meilleure méthode. Et les deux hommes ne sont pas venus sur la Lune pour faire de la marche. Leur séjour lunaire a été fixé impérativement à 160 minutes et leurs tâches pendant ce bref laps de temps ont été strictement prévues. Les deux astronautes prennent un cylindre fixé à une des jambes du LEM et en tirent un drapeau américain qu'ils plantent sur le sol, non pour affirmer un droit de conquête, mais simplement parce que c'est celui de leur pays. Et c'est au garde-à-vous, près du drapeau, qu'ils écoutent les félicitations que le président Nixon leur téléphone depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche.
Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. Je voudrais vous dire combien nous sommes tous fiers de vous. Pour chaque Américain, ce jour est le plus glorieux de notre vie. Je suis sûr que le monde entier se joint à nous pour saluer cet exploit. Vous nous parlez de la mer de la tranquillité, et cela nous encourage à redoubler nos efforts pour assurer la paix et la tranquillité sur Terre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples de la Terre ne forment qu'un, fiers de ce que vous avez accompli. Et Armstrong répond au président Nixon. C'est un grand honneur et un grand privilège pour nous ici de représenter non seulement les États-Unis, mais tous les hommes épris de paix de tous les pays. C'est un honneur pour nous de participer aujourd'hui à cette vision du futur. Le travail reprend. Les astronautes doivent laisser derrière eux les premiers éléments des futurs laboratoires lunaires. Un réflecteur laser qui permettra de mesurer à 1 mètre près la distance Terre-Lune et un séismomètre. Ils disposent aussi d'un écran de détection du vent solaire qu'ils remporteront avec eux. Enfin, et c'est le plus important, ils doivent récolter des échantillons de roches lunaires que les savants du monde entier attendent avec impatience. Sous les rayons rasants du soleil, dont la lumière éblouissante les oblige parfois à marcher à reculons, ils se livrent à une véritable quête de géologues. Ils parlent peu. Quelques remarques sur les pierres de lune qu'ils ramassent, quelques brèves phrases pour les nécessités du travail, c'est tout. Aldrin, invité par Houston à réintégrer la cabine, n'obtempère qu'à regret. Armstrong le rejoint aussitôt, après une dernière vérification des dispositifs d'envol. Les coutilles d'aigle se referment sur lui. Quelques pièces d'équipement devenues inutiles, les instruments scientifiques et le drapeau américain témoignent du passage des hommes sur la mer de la tranquillité. Armstrong et Aldrin vont tenter de prendre quelques heures de repos avant le décollage. Lundi 12h20. De nouveau, le monde entier connaît une attente anxieuse. L'envol depuis le sol lunaire est en effet la phase la plus délicate de toute l'opération Apollo. Elle n'a jamais pu être expérimentée dans des conditions réelles. Pour décoller, le LEM doit utiliser sa partie inférieure comme une plateforme d'envol. Une défaillance de son unique moteur ou du système de séparation des 2 étages condamnerait les astronautes à rester sur la mer de la tranquillité, prisonniers de leur conquête. Aldrin a commencé le compte à rebours. Sa voix résonne dans la salle de contrôle de Houston. 9, 8, 7, 6, 5. Moteur de montée mis à feu. Magnifique. 30 km/h. 40 km/h. Ça marche en douceur. Bravo, Aigle. 1 minute et tout va bien. Un peu de tangage d'avant en arrière. 2 minutes, tout marche bien. On est en plein sur la nationale 1. Bientôt Collins, le solitaire. Collins, l'oublié, qui est l'un des rares Américains à n'avoir pas suivi à la télé l'exploit de ses camarades, verra apparaître Aigle comme une étoile brillant dans le lointain. La part d'inconnu du vol d'Apollo 11 est épuisée. Armstrong, Aldrin et Collins se trouvent maintenant dans la situation qu'ont déjà connue les astronautes d'Apollo 10. De la routine, dira sans sourire un ingénieur de la NASA. Et en effet, les manœuvres inscrites au plan de vol se succèdent avec une ponctualité qu'envierait un horaire de chemin de fer. Lundi 15h35, Aigle rejoint Columbia. L'accouplement des 2 vaisseaux de l'espace s'effectue sans incident. 18h13, Armstrong et Aldrin, après avoir soigneusement nettoyé leur combinaison afin qu'aucune poussière lunaire ne pénètre à l'intérieur du module de commande, rejoignent Collins. Les 3 hommes sont de nouveau réunis après 29 heures de séparation. 18h50, le LEM est éjecté. 23h30, mise à feu du moteur d'Apollo qui quitte l'orbite lunaire et s'inscrit sur une trajectoire transterrestre. Le long voyage du retour commence. Mardi 12h45, Apollo franchit la ligne imaginaire de la sphère d'influence terrestre.
Il est à 322 000 km de la Terre. Mercredi 14h56, Apollo se trouve à égale distance de la Terre et de la Lune, 189 159 km. Et c'est la dernière émission télévisée. Les trois hommes prennent la parole. Voici d'abord Collins, le pilote de Columbia. Le voyage que nous venons d'accomplir vous a peut-être paru facile et simple. Ça n'a pourtant pas été un jeu. La fusée Saturn V qui nous a lancés est une machinerie incroyablement compliquée. L'ordinateur qui est au-dessus de ma tête a une mémoire de 38 000 mots. Et tous les appareils qui nous entourent sont également compliqués et délicats. Nous avons eu une confiance entière en ces équipements et nous la garderons jusqu'à la fin de la mission. Tout cela n'a été possible que grâce à un très grand nombre de personnes. Vous ne voyez que 3 d'entre nous, mais des milliers et des milliers d'autres ont travaillé. Aldrin, à son tour, prend la parole. Bonsoir. Ici, à bord, nous pensons que notre aventure représente quelque chose de plus important que le voyage de 3 hommes vers la Lune. Elle représente plus que le travail d'une équipe de techniciens, plus que les efforts de toute une nation. Elle est le symbole de la curiosité insatiable qui a toujours poussé l'humanité à explorer l'inconnu. Enfin, c'est au tour de Neil Armstrong. L'histoire est à l'origine de ce vol, ainsi que les efforts des générations de savants et de chercheurs qui nous ont précédés. Nous voudrions remercier tous les Américains qui ont construit notre vaisseau, qui l'ont assemblé, qui l'ont essayé. Ce soir, nous remercions tous ces hommes et toutes ces femmes, et aussi tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Bonne nuit d'Apollo 11. « 17 heures plus tard, Apollo 11, soutenu par ses gigantesques parachutes, amérit dans l'océan Pacifique, à quelques milles du porte-avions Hornet. La plus étonnante aventure de l'histoire de l'humanité a pris fin. Les hommes de la Lune sont revenus sur Terre.